falloir que le patronat français discute avec ce patronat sénégalais un peu mieux d'égal à égal. Deuxième élément, le problème de la dette. Alors dites-nous, docteur Iveco Amezo, puisque vous êtes en contact avec eux, dites-nous, donnez-nous des informations. Quelles sont leurs remarques? Non, tout simplement que ce patronat sénégalais, dont il y a plusieurs patronats, en parenthèse, petite, moyenne, grande entreprise, ils ne sont pas très contents non plus du fait qu'on les met un peu de côté dans ce partenariat, parce qu'ils peuvent d'abord rentrer en action, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Ils sont au conseil d'administration des grandes sociétés françaises, ce que la France n'aime pas beaucoup, il faut le dire la vérité, c'est un problème de fond, hein. Et ça touche la souveraineté. Bienvenue à tous dans Multipolaire sur Global Africa Télésud. Heureuse de vous retrouver. Bonjour Yasmine Meïté, vous êtes experte en macroéconomie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, je suis très contente d'être ici. On est ravis de vous avoir à nos côtés. Bonjour Lucien Pambou, vous n'allez pas me contredire sur ce point. Vous êtes professeur d'économie et éditorialiste. Merci également d'être avec nous. C'est un plaisir permanent, Samantha. Et on retrouve avec grand plaisir également le docteur Iveco Amezo, économiste, fondateur du think tank Afrocentricity.info. Bonjour docteur Amezo, merci d'être avec nous. Bonjour Samantha, bonjour à tous nos amis co-débatteurs et bien sûr ceux qui nous regardent. Alors, on va évoquer cette semaine les perspectives de business entre le Sénégal et la France. Le Sénégal, c'est un marché de 20 millions d'habitants, peut-être 30 millions d'ici 2050. Un pays stratégique en Afrique de l'Ouest, deuxième économie des 8 pays de l'UEMOA. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, après les déclarations ô combien souverainistes du tandem Sonko-Faye à la tête du pays, la France est en mesure de consolider ses acquis sous certaines conditions. Nous verrons si les entreprises françaises ont un avenir pérenne au Sénégal, si un partenariat d'égal à égal prôné par les pouvoirs publics et privés du Sénégal est possible. On va en débattre avec vous, mais d'abord on va écouter le directeur général de l'APIX, l'agence nationale chargée de la promotion de l'investissement et des grands travaux, Bakary Segabatilis. C'était à l'occasion d'un forum organisé par Business France avec le secteur privé sénégalais au Sénat. J'y étais et c'était vraiment très intéressant. On était un peu inquiets pour les entreprises françaises, qu'elles se rassurent. Les portes restent grandes ouvertes au Sénégal. Écoutez. Les entreprises aujourd'hui françaises sont les bienvenues au Sénégal, comme ça a été le cas depuis qu'on a des relations avec la France. La particularité aujourd'hui, quand on parle de souverainisme, c'est juste un changement de paradigme qui voudrait qu'aujourd'hui, au lieu de venir en tant que fournisseur prestataire de services, mais en tant que co-investisseur et co-développeur de projets, tout simplement parce que nous considérons que pendant longtemps, nous avons pu aujourd'hui être des clients des grands fournisseurs du monde et qu'il est important de développer notre propre économie sur la base justement de la transformation de nos productions, justement pour répondre à une demande d'emploi, une demande de matières premières et de produits fabriqués. Aujourd'hui, on dépense plus de 1500 milliards en importation de produits alimentaires, alors que la majeure partie de ces ressources agricoles proviennent de l'Afrique et du Sénégal, concernant le Sénégal. Il est important qu'aujourd'hui ce changement de paradigme s'opère pour répondre à la demande sociale, mais pour répondre aussi, comme j'ai dit, l'industrialisation permet d'absorber les demandes d'emploi. Et donc ce changement de paradigme, pour le réaliser, il nous faut des partenaires. Parce que nous avons le défi de la technologie, nous avons le défi du financement, et c'est ce à quoi nous invitons aujourd'hui les entreprises françaises, de ne pas considérer nos pays en Afrique, et plus particulièrement au Sénégal, comme des pays uniquement d'exportation de produits, mais un pays de partenariat gagnant-gagnant. Voilà, un pays partenariat gagnant-gagnant. La première chose, Yasmine, votre réaction, les entreprises françaises qui sont les bienvenues. Et c'est vrai qu'au moment, je l'ai dit, de l'arrivée du tandem Sonko-Faye, on avait des doutes là-dessus en raison du positionnement très souverainiste de ce duo et aussi des déboires de la France au Sahel à cette époque. Les entreprises françaises ont toujours été les bienvenues au Sénégal, qu'elles ont été invitées ou non. J'aime bien me positionner. Et j'aime bien aussi prendre pour repère l'histoire.
Parce que quand on prend l'histoire, on se rend compte que les entreprises françaises avaient ciblé le Sénégal d'antan parce que c'est là où avait commencé en tout cas l'établissement des banques centrales coloniales et là où en tout cas elles ont été forcées de montrer leur prise de position par rapport aux entrepreneurs africains. Donc les grandes maisons françaises s'y sont établies et elles ont en tout cas mis à mal les entrepreneurs africains en rendant très difficile l'accès au crédit. Donc les entreprises françaises, pour ma part, ont toujours été les bienvenues au Sénégal, indépendamment des intérêts des Sénégalais. Donc on se retrouve plus ou moins dans la même dynamique, même si le duo nous avait promis le contraire. Alors c'est vrai que vous avez raison, Yasmine, les entreprises françaises, elles bénéficient quand même d'une implantation historique. Lucien Pambou. Bien sûr, Samantha. Le marché sénégalais a toujours été un marché captif pour les entreprises françaises. Yasmine a mis l'accent sur les éléments historiques qui sont importants, qui continuent. L'arrivée du PASTEF aux affaires, c'est-à-dire le duo Ousmane Sonko et Diomaye Faye, a fait craindre en effet qu'il y ait une espèce de révolution démocratique, c'est-à-dire que les intérêts français, effectivement, soient chahutés. C'est vrai, il y avait une partie de la population, de la jeunesse, qui n'en voulait plus. Et l'exemple de l'AES, effectivement, a entraîné ou a favorisé cette prise de réflexion. Alors, ce que dit effectivement le responsable APIC, je pense, c'est quelque chose d'assez intéressant. C'est-à-dire qu'on change de paradigme, on change de modèle économique. On passe d'un modèle, en fait, où on recevait les produits manufacturés pour les fabriquer soi-même en coopération avec la France. Donc ça, c'est un élément important. Alors pourquoi les Sénégalais ont changé cette façon de faire? Il y a un pragmatisme. Un pragmatisme, on aurait pensé que le modèle était révolutionnaire, il ne l'est pas. Il est pragmatique, il est fondé sur quoi? Sur la valorisation des investissements privés, sur la recherche de la rentabilité et surtout, un élément très important, sur la recherche du co-développement. Je termine en disant que le Sénégal veut être à la fois un pays, c'est un pays qui veut jouer un rôle très important dans cette partie de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi en Afrique globale. Docteur Iveco Meizo, votre avis là-dessus, le Sénégal reste ouvert aux entreprises françaises, malgré les doutes. Historiquement, Madame a raison, le Sénégal a toujours été ouvert. D'ailleurs, l'ensemble de l'Afrique et l'Afrique francophone en particulier. Donc, le problème ne se pose pas en termes de est-ce qu'on est ouvert ou pas. Deuxième chose, ça a été dit tout à l'heure, il faut peut-être revoir, c'est ça le changement de paradigme, et c'est ce que j'ai surtout retenu, moi, l'économiste, c'est qu'on veut maintenant s'occuper de l'offre que veulent en fait le consommateur et en fait le client sénégalais. Or, toute l'approche, et c'est vraiment là le problème, le nœud du problème, toute l'approche du patronat français, et de manière générale les entreprises françaises, c'est de venir et dire, écoutez, vous devez simplement satisfaire ce que nous offrons, alors qu'il y a une demande qui se passe là. Donc, le changement de paradigme se fait d'abord sur cette demande. Que veut ce marché? Et est-ce que ce marché n'est pas aussi réceptif à ce qui se passe ailleurs? Donc, compétition pour les entreprises françaises. Et du coup, ça pose le problème de fond. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'on reproche finalement à ces entreprises françaises, au Sénégal comme en Afrique francophone de manière globale, en dehors de ce que vous avez dit en introduction? Il y a cette histoire de position dominante qui est en train de diminuer, puisque de toute façon, il y a une compétition. On peut citer les Total Energy, Orange, Auchan, Suez, etc. Il y a l'ancrage local, mais qui est paradoxal parce qu'il n'y a pas de transfert de technologie réellement. Donc, le co-développement dont on a parlé, il n'est pas tout à fait là. Ensuite, l'agilité. Est-ce qu'il s'adapte rapidement par rapport à des concurrents? Les Turcs, les Chinois, bon, on peut en passer des meilleurs. Et le plus grave pour moi, c'est une balance commerciale, une balance des paiements France-Sénégal déficitaire, déséquilibrée, et avec une structure qui ne permet pas, sans une véritable transition, si possible harmonieuse et pacifique, d'aller vers ce changement de paradigme. On ira dans le détail tout à l'heure quand on va rentrer dans les secteurs. Oui, on va détailler tout ce que vous venez de dire, mais juste quand même une précision importante. 270 entreprises françaises, entités aussi de droit sénégalais détenues par des ressortissants français, jouent un rôle important dans l'économie du Sénégal. Elles emploient plus de 31 000 personnes, contribuent largement donc aux recettes fiscales du pays. Ça, ce n'est pas négligeable, en dehors aussi de ce qu'on a expliqué, c'est-à-dire l'implantation historique des entreprises françaises. Mais justement, c'est
C'est une justification plutôt du fait qu'il y a énormément d'entreprises françaises au Sénégal. C'est que historiquement, le Sénégal, vu qu'il fait partie de la région littorale, était l'une des régions privilégiées du coup par le colon français lorsqu'il s'est implanté en Afrique et qu'il a commencé sa politique de déploiement, qui a commencé par justement une politique monétaire rigide avec un accès au crédit très difficile pour les locaux afin de minimiser la concurrence aux entreprises françaises et de faciliter leur implantation au Sénégal. Donc ça a toujours été le cas. Comme l'a bien dit le docteur Yves, la question n'est pas de savoir si il peut y avoir une nouvelle coopération entre la France et le Sénégal, parce qu'elle y est déjà, mais comment cette coopération peut être plus ou moins égalitaire. Alors justement, vous avez posé tout à l'heure, docteur Iveco Amezo, une question intéressante. Que reproche-t-on aux entreprises françaises? Lucien Pambou. Plusieurs choses. D'abord, les chaînes de valeur, c'est-à-dire il n'y a pas de transformation de matières premières sur place, premièrement. Deuxièmement, c'est vrai qu'il y a effectivement 270 entreprises, mais on s'aperçoit que certaines de ces entreprises, comme Auchan pour ne pas les citer, mais je les cite quand même, sont houspillées parce que ces entreprises-là, de distribution et de commercialisation, font de la concurrence au petit commerce sénégalais. Et donc, ce que l'on reproche, d'abord, une captation en fait de la valeur ajoutée qui est rapatriée effectivement en France, et deuxièmement, dans certains secteurs, les producteurs sénégalais se sentent complètement démunis. Alors, bien entendu, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer effectivement les très très grandes entreprises et le petit commerce. Dans les très très grandes entreprises où l'expertise, la technologie, le transfert de technologie joue un rôle important, on peut penser, pour des raisons politiques, que les entreprises françaises veulent garder le monopole. Bien, mais là encore, il faudra y réfléchir. En revanche, pour ce que j'appellerais le commerce de base, le commerce local, les entreprises ou les Sénégalais ont parfaitement le droit de revendiquer la transformation des matières sur place. Il y a des secteurs d'activité qui sont importants. J'espère qu'on y reviendra. Oui, on va y revenir. C'est vrai que les pouvoirs publics sénégalais, le secteur privé sénégalais, tous appellent à un changement de paradigme. On a entendu Bakary Segabatili tout à l'heure, directeur général de l'APIX. Justement, comment restaurer cet équilibre, docteur Amezo? Partenariat dit win-win, gagnant-gagnant. Alors, écoutez, moi, je vais vous dire des choses très simples. Il y a d'abord un grand programme qui a été mis en place par le gouvernement sénégalais, donc il faut s'inscrire dedans. Et je pense que la France, très largement, et la réunion où vous avez participé, se sont inscrits dans ce cadre-là. La deuxième chose très importante, il ne faut pas rester en théorie, il faut ramener ça en gros au programme de 5 ans, c'est-à-dire le mandat actuel du président Faye et Sonko, et peut-être même le réduire à 18 mois. Qu'est-ce qu'on peut obtenir dans les 18 mois de manière concrète dans le cadre du rééquilibrage? Alors, tous les secteurs sont concernés, mais quand même, l'agriculture, l'agrobusiness est très important, la transformation, les mines, les équipements, et bien sûr, sachez que aussi un certain nombre de pétrole, des recettes de pétrole vont arriver. Donc, il faut aller vers les transformations locales, par exemple du phosphate, l'or, le zircon, tout ce que le Sénégal a, qui doit pouvoir être transformé, parce que derrière, il faut de l'emploi, derrière, il faut un pouvoir d'achat et des salaires. Maintenant, le fond de votre question, et ça me pose un problème de fond, et qui reste le gros problème dont personne ne veut vraiment en parler, je ne sais pas si vous en avez parlé d'ailleurs, le rapatriement des dividendes que font les entreprises françaises qui ne sont pas suffisamment réinvesties dans le pays. Et ça, ce n'est pas qu'au Sénégal, c'est un peu partout. Et c'est en cela d'ailleurs que le problème se pose. Parce que c'est venir en fait soutenir le marché français, il n'y a rien de mal à cela, mais si on le fait systématiquement et à 100%, le Sénégalais commence à se poser des questions tout simples. Qu'est-ce que moi je gagne dans cette histoire? D'où le déséquilibre dont on a parlé tout à l'heure, de la balance des paiements et la balance commerciale. Donc, si on accepte de débattre là-dessus et du coup d'accepter la compétition et la concurrence des entreprises françaises, il est fort probable que sur un certain nombre de secteurs, la France n'est plus, les entreprises françaises ne sont plus aussi compétitives qu'on peut le dire. Yasmine, sur cette question-là, justement, sortir de cette dépendance aux importations côté sénégalais, la question qui est posée en réalité, c'est la souveraineté économique. L'objectif pour les autorités sénégalaises, c'est de pousser aujourd'hui les investissements français, les entreprises françaises, mais globalement les investissements étrangers, à jouer un rôle important dans le cadre de cette souveraineté économique, l'objectif principal.
Non, mais c'est vrai parce qu'il est important de noter que le Sénégal est un gros pays importateur de denrées, même si l'agriculture représente une très grande partie de l'économie. Le Sénégal est un pays qui va importer plus ou moins plus de 31% en tout cas de produits agroalimentaires et environ 15% de produits manufacturés. Donc l'importation représente un gros problème au Sénégal. Et vu que la consommation interne repose sur l'importation de produits agricoles, quand on a une fluctuation du taux de change, comme le docteur l'a rappelé, ça peut venir déséquilibrer de manière déficitaire donc la balance commerciale, ce qui peut poser un gros problème. Donc tout l'enjeu, ce serait de trouver un partenariat qui va nous permettre en tout cas de pouvoir capter plus de valeur ajoutée sur le marché sénégalais et permettre en tout cas une plus grosse implication des producteurs sénégalais et ceux-ci pourront bénéficier de cette valeur ajoutée. Parce que l'enjeu, c'est la souveraineté économique du Sénégal. Oui, c'est la souveraineté. Il faut prononcer quand même les termes. Bien sûr, c'est la souveraineté économique du Sénégal, mais attention, miroir aux alouettes. Je veux dire que nous sommes dans un monde qui est donc géopolitiquement ouvert, où il y a une concurrence très très forte. Il faut maintenant, et ce que fait l'APIX, c'est très bien, que les Sénégalais, je pense qu'ils y pensent, puisqu'ils veulent changer de paradigme, qu'ils réfléchissent de façon très approfondie sur les accords industriels, sur les accords commerciaux, sur les accords technologiques, transfert de technologie. Ça veut dire qu'il faut qu'ils se donnent les moyens, les privés sénégalais, qui se donnent les moyens de pouvoir négocier afin que une partie de la valeur ajoutée reste au Sénégal. Ne pas le faire, c'est laisser la porte ouverte au-delà des paroles, effectivement, à la France qui ne se gênera pas, d'une certaine manière, de rapatrier une grosse partie de cette valeur ajoutée. Alors, il semble que le message soit bien entendu du côté des entreprises françaises prêtes, semble-t-il, à déployer une nouvelle stratégie. Écoutez Gérard Petit, directeur pays Sénégal de Business France. Au-delà de l'image, je crois qu'il faut aussi ne pas oublier tout ce qui est fait. Comme je disais, tout ce qui est aujourd'hui dans les entreprises françaises installées en Afrique de l'Ouest, 90% en fait des ressources, des emplois, ce sont des emplois locaux, des Sénégalais qui travaillent pour le compte d'entreprises à capitaux français, mais l'existant est là. Maintenant, comment on accélère? Effectivement, comme je disais, quand on voit un partenariat, il faut encourager des partenariats entre entreprises françaises et sénégalaises dès le départ, créer des joint ventures, des copartenariats, des co-investissements, apporter une expertise dans certains domaines pour la valoriser localement et avoir cette stratégie où on va aborder un marché sous-régional. Moi, je crois que c'est vraiment cette volonté et c'est ce qu'on fait au quotidien, c'est ce qu'on fait aujourd'hui au travers du forum d'affaires organisé au Sénat par Business France, c'est de connecter finalement des entreprises sénégalaises avec des entrepreneurs français. Notre job, c'est ça au quotidien, c'est de connecter pour voir des projets émerger. Il y a une volonté aussi des Sénégalais de moins dépendre des importations. Des produits finis qui viennent d'Europe, qui viennent d'Asie. Ça veut dire aussi développer l'industrie locale. Et évidemment, quand on lance une filière, une nouvelle chaîne de valeur, du jour au lendemain, que ce soit dans la transformation des oignons, donc pour sécher des oignons, ensuite pour faire du jus de tomate ou autre, eh bien ça ne se crée pas du jour au lendemain. Il faut aller trouver des partenaires industriels, et nous on l'espère des partenaires français, pour investir ensemble dans des sites de transformation. La réaction, docteur Ameizo. Écoutez, je partage, j'ai un petit bémol quand même, parce que sur la valeur ajoutée, le transfert de savoir-faire, les entreprises françaises, quand elles créent des emplois de manière générale en Afrique, ces emplois locaux ne sont pas nécessairement des emplois qualifiés ou qualifiants. Or, le problème du transfert du savoir-faire, des technologies et autres, et puis de grandir ensemble dans la chaîne de valeur est fondamental, puisqu'on se partage les rôles et qu'on distribue cette valeur, justement, ajoutée. Et donc, on revient à un problème de fond. Les investissements directs des entreprises françaises, est-ce qu'on peut regarder de près si ça va dans la transformation locale? La réponse est non. En tout cas, pas suffisamment. Donc, il va falloir, en termes de positionnement dans les 18 mois ou 5 ans, comme je dis, l'augmenter de 25 à 30, 40, 50%. Il y a un deuxième problème, cette histoire de rapatriement des bénéfices. Ça, je suis désolé, il faut réduire ça à 30 à 40%. Il faut faire de l'autofinancement et réinvestir de nouveau localement. Les exportations sénégalaises vers la France, il n'y en a pas suffisamment. Et encore, quand il y en a, ce n'est pas transformé. Donc, il faut complètement, là, c'est 50%, pour ne pas dire 100% d'augmentation. Et enfin, les emplois créés directs,
et sans compter indirect, il va falloir que quand même ce soit au Sénégal, mais qu'on s'assure du contenu local. On peut parler bien sûr de la diaspora, parce qu'il n'y a pas que le problème des Français, il y a des Sénégalais qui ont une société française, qui investissent dans leur pays. Là aussi, il y a un problème de fond. Ils mettent beaucoup d'argent, d'accord, mais ça va plutôt dans la consommation. À peine 20-25% va dans la production. Donc, il va falloir plutôt travailler collectif. Donc, pas toujours venir faire sa petite entreprise dans son coin, mais faire quelque chose de plus groupé, des entreprises plus solides et travailler ensemble dans le capital, ce qui est encore très difficile pour beaucoup de Sénégalais. Alors c'est vrai que les entreprises françaises, elles évoluent dans un milieu très compétitif et elles ont cette expertise. Et ce qu'on ne comprend pas aujourd'hui, c'est pourquoi justement cette question des transferts des compétences se pose encore. Parce que c'est une question qui se pose également en ce qui concerne d'autres investissements étrangers, avec les entreprises chinoises, turques ou je ne sais quelle autre entreprise. Yasmine a mis l'accent sur l'historique, sur les relations historiques entre la France, les entreprises françaises et les entreprises africaines, dont les entreprises sénégalaises. Il y a effectivement là une espèce de présupposé, pour ne pas dire carrément une sorte de donnée idéologique qui fait que dans l'imaginaire simplement conceptuel des chefs d'entreprise français, les Africains ne sont pas encore matures. À partir du moment où ils ne sont pas encore matures, on ne peut que leur apporter un savoir et non pas un savoir-faire. Pourquoi je fais la différence entre le savoir et le savoir-faire? Leur dire, voilà, en théorie, vous avez la capacité de vous développer. Mais dans la pratique, on garde ces éléments pour soi. Et si on va jusqu'au bout, qu'est-ce qu'on remarque? On note en effet que aujourd'hui, les marchés africains sont, géopolitique mondiale oblige, pénétrés par la concurrence. Quand vous regardez le Sénégal, vous avez effectivement des Chinois, vous avez des Russes, vous avez des Saoudiens, vous avez effectivement certains pays du Moyen-Orient. Bien, qu'est-ce qu'on demande à la France? On demande à la France de changer carrément de modèle, de passer de ce modèle, en fait, je dirais, fondé sur l'histoire coloniale vers un modèle du win-to-win, en fait, le gagnant-gagnant. Or ça, malgré les discours, j'ai bien peur que malgré les discours, on ait beaucoup de mal à franchir le pas. Yasmine. Je suis totalement d'accord. L'idée ici, c'est que moi, quand j'ai entendu en tout cas la déclaration du représentant, entre guillemets... Gérald Petit, directeur Pays Sénégal Business. Merci. J'ai pas du tout entendu des avantages pour les entrepreneurs sénégalais ou pour la population locale. J'ai compris, nous avons une main-d'œuvre à disposition, main-d'œuvre qu'on peut utiliser pour développer nos business et on espère que ces business-là vont revenir aux entrepreneurs français. J'ai pas du tout entendu les avec des retombées. Alors, non, il a quand même précisé avec des retombées, un impact aussi au Sénégal pour l'emploi, éventuellement à venir dans la transformation de la production, transfert aussi des compétences. Quand même, des objectifs aussi visés. Et je pense aujourd'hui que les entreprises françaises n'ont pas forcément le choix. On va en parler à cause du nouveau code des investissements. Mais comme monsieur l'a dit, le transfert de compétences n'est pas un transfert de compétences d'égal à égal. C'est un transfert de compétences pour des subordonnés. Pour une main-d'œuvre, en tout cas, une main-d'œuvre abondante. Le Sénégal, comme tout pays africain, regorge d'une population jeune qui a soif de travail dans un marché du travail qui n'est pas trop dynamique. Donc, c'est une main-d'œuvre, on va dire, un peu bon marché, avec un SMIC qui n'est pas élevé. Donc, ce n'est pas forcément des emplois qui vont être qualifiés, qui vont traduire un savoir-faire dans le sens où vous et moi l'appréhendons en étant en Occident. Donc, c'est tout l'enjeu de la question. C'est qu'en tout cas, à mon sens, on n'est pas encore sur un baromètre de partenariat win-to-win. Vous êtes d'accord, docteur Amezo? Oui, je partage. Moi, je voudrais vous amener sur 3 autres sujets assez rapidement. Écoutez, moi, je suis quand même étonné que vous n'avez pas invité des représentants du patronat sénégalais, qui est très ouvert, très large. Et vous savez même que dans ce pays, alors vous dites ça. Vous dites non, attendez, docteur Amezo, vous avez entendu quand même le directeur général de l'APIX. Voilà. Après, c'est pas forcément évident de les avoir sur le plateau. Moi, je parle du patronat, les gens du secteur privé. C'est avec eux que je travaille, moi, régulièrement, le secteur privé. Et donc, dans ce secteur privé, vous avez même un secteur informel super bien organisé qui fait des bénéfices dans ce pays. Et quand vous allez entendre ce qu'ils vont vous dire, c'est certainement pas tout à fait ce qu'on dit ici. Et ça, c'est le premier point. Je crois qu'il va falloir que le patronat français discute avec ce patronat sénégalais
un peu mieux d'égal à égal. Deuxième élément, le problème de la dette. Alors dites-nous, docteur Iveco Amaizot, puisque vous êtes en contact avec eux, dites-nous, donnez-nous des informations. Quelles sont leurs remarques? Non, tout simplement que ce patronat sénégalais, dont il y a plusieurs patronats, entre parenthèses, petites, moyennes, grandes entreprises, ils ne sont pas très contents non plus du fait qu'on les met un peu de côté dans ce partenariat, parce qu'ils peuvent d'abord rentrer en action, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Ils sont au conseil d'administration des grandes sociétés françaises, ce que la France n'aime pas beaucoup, il faut le dire la vérité, c'est un problème de fond, hein. Et ça touche la souveraineté. Parce qu'après tout le monde dit souveraineté, mais la France aussi veut sa souveraineté après tout. Donc la meilleure solution, c'est de faire des échanges d'actions. Auquel cas, écoutez, on se connaît, on fait de l'interdépendance et on travaille beaucoup mieux. Ça, c'est pour ce qui est de cet échange. Et je vous dis, ils sont très en avance, le patronat sénégalais, pour avoir eu à travailler avec eux. Et je vous dis, il y a même un secteur informel qui est très large et qui crée de la valeur. Et là, on n'entend rien. On ne parle que de ces grandes entreprises françaises. Ça pose un problème. Alors, je veux insister sur la dette aussi. Pourquoi la dette publique sénégalaise? On met tout sur le dos de Macky Sall. Tant mieux, le Fonds monétaire international n'est pas neutre dans cette histoire, parce que c'est eux qui font les chiffres. En tout cas, qui donnent ces chiffres-là. Moi, mon problème pour les entreprises françaises, c'est le suivant. C'est que souvent, ces entreprises françaises, surtout les grandes, elles bénéficient des garanties de l'État sénégalais. Or, si la dette est là, ça va faire une contraction assez importante et donc les marchés publics que ces entreprises françaises vont pouvoir obtenir va diminuer et surtout se diversifier puisqu'on va faire de la compétition. Donc, ça pose un problème de fond sur cette contraction budgétaire et comment des grandes sociétés, on peut les citer, les Suez, les Eiffage et autres, vont fonctionner normalement. Et pour revenir à des gens comme Auchan, puisqu'on l'a cité, il va falloir regarder dans les magasins Auchan combien de produits sénégalais ont été transformés et sont vendus. Parce que ça, c'est aussi un problème. Je ne l'ai pas vu qu'au Sénégal, je le vois aussi en Algérie ou d'autres pays, où Auchan est implanté. Alors en tout cas, ça va être quand même difficile pour les entreprises françaises de se soustraire aux objectifs fixés par les autorités sénégalaises dans le cadre du nouveau code des investissements. Les objectifs, on l'a dit, c'est l'emploi, le transfert des compétences, la transformation de la production au niveau local. Alors, il y a un concept qui est absent dans notre débat, c'est celui de la responsabilité sociétale. Ouais. Ce concept de responsabilité sociétale, c'est un excellent mot théorique, mais je ne vois pas très bien comment, effectivement, on peut obliger les entreprises françaises, d'une certaine manière, à l'appliquer sur l'Afrique. Parce que si on l'appliquait réellement, peut-être qu'on commencerait à avoir un horizon qui se dégage en matière d'emploi, en matière de transfert, je ne dirais pas de technologie, de la petite technique. Bien. Ceci dit, une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'il faut rester les bras croisés? Je ne crois pas. La réforme, effectivement, du code d'investissement, et l'État sénégalais est très clair là-dessus, on valorise d'abord le privé. Les réformes, d'abord, portent sur le privé. Alors, même si la dette est soutenable, d'accord, même si cette dette est soutenable, effectivement, on peut poser des problèmes, mais on valorise d'abord les rapports entre entreprises sénégalaises et entreprises françaises. La question fondamentale est la suivante. Jusqu'où on peut valoriser, sur quelle somme, quels sont les différents partenaires qui peuvent rentrer dans des projets, dans du business. Et c'est bien ça. Alors, malheureusement, et là, je vais laisser circuler la parole, dans les rapports, effectivement, économiques entre la France et ses anciennes colonies, la plupart des pays africains se laissent faire. Et se laissent dicter la conduite au motif que la France va les aider. Alors, en tout cas, on va voir ce qui se passe au niveau du Sénégal, parce que le Sénégal entend reprendre la main. On va conclure avec cette nouvelle intervention du directeur général de l'APIX. Vous l'avez entendu, il semble que la dynamique, c'est de rassurer les investisseurs traditionnels, y compris sur le plan monétaire. Et c'est vrai qu'on avait entendu pas mal de choses depuis l'arrivée du tandem Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko. Écoutez. Aujourd'hui, l'exécutif sénégalais a prôné un discours qui est très ferme là-dessus. Aujourd'hui, nous sommes pour le changement des modèles entre la relation entre le franc CFA et l'euro. Tant que les réformes qui sont identifiées vers la nouvelle monnaie ECO prennent en compte nos préoccupations, nous allons rester dans cette nouvelle monnaie ECO qui doit prendre en compte les préoccupations que nous avons développées. Sinon, nous n'excluons pas de sortir de ce modèle actuel du franc CFA. Par contre, ce qui a été noté depuis que nous sommes arrivés au pouvoir, c'est que les réformes qui ont été identifiées, aujourd'hui, on va vers ces réformes-là. Donc nous sommes acteurs majeurs
des réformes qui sont en cours, qui doivent aboutir à l'éco et qui répondent à nos préoccupations. Donc pour le moment, c'est ce statut-là qui prévaut dans le cadre de la monnaie et nous rassurons les investisseurs que le Sénégal est toujours membre de l'UEMOA et de la CEDEAO et va continuer à consolider cet acquis-là. Alors, on va conclure là-dessus avec vous, Yasmine. Soutient donc la réforme de l'éco à la CEDEAO, c'est le plan 1. Peut-être qu'il y a un plan 2, je ne sais pas, c'est pour ça que je dis ça. Est-ce que c'est rassurant pour les entreprises françaises, les acteurs privés? Bien sûr, notamment pour les entreprises françaises, parce que l'éco n'est qu'une déclinaison du CFA. Donc le système, le noyau en tout cas du système n'est pas changé. Donc on reste toujours dans la même dynamique d'une monnaie fixe qui serait associée à l'euro, etc. Donc tant qu'on va rester dans cette dynamique-là, on va toujours être dans un paradigme qui est en tout cas préférable pour les entreprises françaises et avec cette idée illusoire d'une monnaie stable également pour les autres investisseurs. Après, il a été aussi mentionné que l'idée d'une souveraineté monétaire en cas d'échec du projet ECO n'est pas écartée. Et donc, je pense que le gouvernement sénégalais a quand même conscience que c'est un point sur lequel il est attendu, tant par les Sénégalais que par les pays qui l'entourent. Et donc, qui prennent en tout cas avec des pincettes cette question monétaire. Mais en tout cas, on verra bien l'essor de l'éco. Ensuite, le deuxième point que je voulais développer, c'est le fait de ne pas oublier que le Sénégal reste quand même très, très dépendant des financements extérieurs. Donc, même sur le plan de la négociation, que ce soit avec les entreprises françaises ou les autres organes internationaux, le Sénégal peut, du fait de sa dépendance au financement extérieur, céder en tout cas certains de ces points essentiels qu'il avait mis en avant, parce que sans financement, l'économie peut être bloquée, comme on l'a vu avec la guerre. Le docteur Amezo, qui va conclure en 30 secondes, tout comme Lucien Pambou, avait précisé avait évoqué justement la dette abyssale soulignée par le FMI et de 7 milliards de dollars laissés par l'ex-président du Sénégal, selon le Fonds monétaire international. Bon, soyons clairs, l'éco-CEDEAO que voulaient les Africains, elle n'est pas garantie par la France et c'est une monnaie convertible en plusieurs devises. Or, l'UEMOA que veut en fait la France, elle restera garantie par la France, il y aura une convertibilité en euros et pas dans les autres devises. Donc tout ceci fait qu'on a un franc CFA qui va s'appeler ECO. Donc il faut faire très attention quel terme on utilise. Mais le Sénégal veut en fait tout simplement, c'est une menace entre guillemets, on le dit, copier ce qu'a fait la Mauritanie. Donc il ne faut pas tomber d'abord dans le piège un peu des difficultés qu'a eu la Mauritanie. Donc il faut peut-être penser à un panier de monnaie dans une période de transition avant d'aller chercher des réserves de fonds. L'or par exemple. Donc tout ça, ça se travaille, c'est des études. Et puis il faut savoir, est-ce que c'est seulement l'euro ou le dollar ou est-ce qu'il faut introduire la monnaie chinoise, puisqu'ils font beaucoup de commerce là-bas, et peut-être même maintenant, puisque la BRICS parle maintenant d'avoir une monnaie nationale, peut-être faire intégrer d'autres monnaies du BRICS. On n'aura pas le temps de développer. Non, oui, docteur, vous avez parfaitement raison de prendre le cas de la Mauritanie, mais il y a aussi le cas de la Guinée dans les années 60. C'est bien d'avoir une monnaie, effectivement, c'est bien d'être souverain, mais encore se posent les problèmes, et c'est une question à la fois théorique et pratique, de la gestion de cette monnaie, des réserves de change, etc. Sachant que nous sommes dans des économies qui sont beaucoup plus importatrices qu'exportatrices, risque de se poser le problème des devises. Merci beaucoup à vous tous pour vos interventions, vos analyses. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. Merci également à Romain Cléco-Deminck et Moustapha Kanté pour la réalisation. On va se retrouver évidemment la semaine prochaine dans Multipolaire, un Multipolaire que vous retrouvez sur nos réseaux sociaux également. À la semaine prochaine.